Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire. Monde médical, mais aussi anciens ministres et directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous fait revivre ces auditions. Aujourd'hui, la première d'entre elles, celle de Jérôme Salomon, dont le visage est désormais bien connu des Français, puisque c'est lui qui, chaque soir, faisait le point sur l'évolution de l'épidémie. Directeur général de la santé, son poste a été crucial durant la crise sanitaire. On écoute tout de suite Jérôme Salomon. Monsieur le directeur général, je vous remercie de votre présence et je vais vous demander préalablement à votre audition de prêter serment, ainsi qu'à la personne qui vous accompagne. En effet, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je le jure. Cette période critique vous a placé, vous-même et la Direction générale de la santé, au premier plan de la réponse sanitaire. Le ministère de la Santé était le premier à agir avant que, le 17 mars, ne soit activée la cellule interministérielle de crise au moment de la mise en place du confinement. Monsieur le directeur général, je vais vous donner la parole pour un court propos liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Nous devons collectivement tirer toutes les leçons de la crise sanitaire majeure et inédite liée à la pandémie massive et meurtrière de Covid-19. Cette maladie nouvelle, causée par un coronavirus émergent dont on connaît encore mal les caractéristiques, poursuit sa progression dans le monde et inquiète toujours les experts, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la santé. La première vague épidémique s'achève en Europe et en métropole, mais l'épidémie est loin d'être terminée et le virus circule toujours de façon hétérogène, comme depuis le début. Nos équipes, mobilisées au sein du centre de crise sanitaire depuis le 27 janvier, le sont toujours pleinement. Elles surveillent la situation en métropole avec plus de 230 clusters déclarés ou cas groupés. Elles soutiennent les équipes en Outre-mer avec une circulation virale importante à Mayotte, où il y a aussi une épidémie de dengue associée, et un début d'épidémie en Guyane, où des renforts humains et techniques sont déployés, avec là encore l'appui des armées pour aider à d'éventuelles évacuations sanitaires si nécessaire. Elles sont mobilisées pour protéger au mieux les territoires insulaires, plus vulnérables, assurer la poursuite de la réponse logistique, 3,7 milliards de masques commandés, 772 millions de masques déjà distribués, et du dispositif crucial de dépistage des cas et des porteurs, de tests virologiques dits RT-PCR et de repérage des personnes contacts. Plus de 1,8 million de tests ont été réalisés. Elles sont prêtes à gérer cet été les risques de canicule, d'arbovirose et de clusters de Covid-19 en évitant au mieux toute diffusion communautaire. Mesdames, Messieurs, une grande majorité des Françaises et des Français a retrouvé la liberté au quotidien et leurs activités habituelles, et c'est une excellente nouvelle. La vigilance et la prudence doivent cependant rester de mise avec les nombreux déplacements des vacanciers et les activités touristiques synonymes de regroupement. Je tiens encore une fois à répéter ce message essentiel. Nous devons impérativement maintenir le respect des gestes barrières, des mesures de bon sens et d'hygiène, la distanciation physique d'1 mètre et le rappel des situations à haut risque, les rassemblements, la promiscuité, les espaces clos lorsque nous sommes nombreux. Nous devons anticiper un rebond, voire une deuxième vague épidémique cet automne ou cet hiver. Ne pas se préparer à une deuxième vague serait une faute majeure. Nous avons vécu, dans nos entourages, des drames. Et je tiens ici devant vous à avoir une pensée particulièrement émue pour toutes les personnes décédées et leurs familles. Je veux aussi évoquer les plus de 100 000 personnes hospitalisées pour une infection sévère et les malades suivis à domicile. Ils ont connu fatigue, douleur, difficultés respiratoires, parfois coma artificiel et réveil difficile. Ils ont pu bénéficier des grandes compétences professionnelles et des qualités humaines de nos professionnels de santé, de leur sourire, magnifique malgré la fatigue, et de leurs attentions qui font tant de bien à l'âme. L'immense majorité des malades du Covid-19 sont désormais guéris, mais il reste des milliers de personnes hospitalisées aujourd'hui, des complications lourdes
à traiter, voire des séquelles à prendre en charge de façon adaptée. Là encore, les professionnels de santé, en établissement de santé comme en ville, sont en première ligne. Ils méritent toute notre gratitude. Je pense au personnel des EHPAD qui ont confiné des personnes qui n'attendent souvent au cours d'une journée que les visites de leur famille et la joie d'activités collectives, qui ont transféré des résidents présents depuis des années vers un hôpital ou qui ont accompagné une personne en fin de vie à laquelle ils s'étaient profondément attachés. Ils ont agi avec tant d'humanité, de dévouement et d'engagement. Je souhaite aussi saluer toutes celles et tous ceux qui ont permis au pays de continuer à bénéficier de ces fonctions vitales. Celles et ceux qui ont souffert de cette période si particulière, celles et ceux qui ont respecté les consignes du confinement et du déconfinement prudent et progressif. Enfin, je souhaite parler des femmes et des hommes dont on ne parle jamais. Ces femmes et ces hommes, toujours dans l'ombre, qui ont géré la crise partout sur le territoire, à la direction de crise, dans les agences nationales et régionales, au sein de nos ambassades, dans les départements et en préfecture, mais aussi dans les cellules de crise des hôpitaux et des autres établissements de santé sociaux et médico-sociaux. En tant que directeur de crise et coordinateur des efforts, expertises et actions, je tiens à remercier tout particulièrement les 319 femmes et hommes qui se sont mobilisés jour et nuit, sans compter, depuis près de 5 mois, au centre de crise sanitaire. Le ministère a été entièrement réorganisé pour accueillir très tôt le matin et jusque tard dans la nuit, week-end compris, ces équipes remarquables d'engagement et de compétences qui ont permis, avec tant d'autres, au système de santé de tenir, aux malades d'être pris en charge au mieux, en lien étroit et permanent avec le terrain, les établissements, les professionnels. Mettre en place le rapatriement aérien et l'accueil de nos compatriotes de Wuhan. Réagir un vendredi à 23h au cluster des contamines Montjoie, projeter une équipe d'appui à la gestion du cluster de Creil, trouver et envoyer du matériel lourd de réanimation, projeter des renforts humains, évacuer plus de 650 malades graves ventilés, informer la population et les professionnels, tout cela en gérant parfois des décès, des maladies parmi leurs proches ou encore les gardes d'enfants. Les internes de santé publique ont accompli des prouesses en programmation, informatique, épidémiologie, cartographie, indicateurs de suivi, plateforme de données partagées. Une équipe d'acheteurs internationaux a travaillé sans relâche, avec des horaires déments, en lien étroit avec le marché chinois. Une cellule innovante de transport constituée de pompiers, de militaires et de médecins a pris en compte les besoins en évacuation sanitaire par les airs des malades et le transport interrégional du personnel soignant. Ce sont quelques-unes des images qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire, quelques témoignages de l'immense travail accompli par ces femmes et ces hommes qui ont porté la gestion de crise, très loin des technocrates désincarnés, des bureaucrates coupés du réel, des ronds de cuir qui ne travaillent pas, ou de hauts fonctionnaires froids et désincarnés décrits par certains. Professionnels, volontaires, parfois venus de loin, retraités souhaitant prêter main forte, étudiants en médecine, en pharmacie, élèves de l'ENA, de l'école polytechnique, de l'école des mines, de l'école de guerre, ont enrichi des cellules pluridisciplinaires agiles. Ces femmes et ces hommes venus de tous horizons ont mis leur vie personnelle entre parenthèses. Ces femmes et ces hommes ont fait face depuis 150 jours, toujours attentifs au retour de terrain, à la recherche systématique de la meilleure solution possible, répondant aux besoins avec diligence, créativité et dévouement. Ils ont aidé le pays à traverser une crise d'une violence incroyable. Je souhaite leur dire solennellement et chaleureusement merci. Voilà, Madame la Présidente. Tout d'abord, dans une note datée du 5 septembre 2016, adressée à l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, vous alertiez sur l'impréparation de notre pays pour faire face au risque majeur de catastrophe. Vous formulez dans ce même document un certain nombre de préconisations. Vous avez été nommé directeur général de la santé en janvier 2018. La première question qui me vient donc à l'esprit est la suivante. Quelles décisions avez-vous prises entre votre nomination en janvier 2018 et le mois de décembre 2020 afin de préparer notre système sanitaire à cette éventualité de risque majeur? Enfin, dans un entretien publié dans le journal Le Monde, Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, affirme vous avoir alerté sur ses inquiétudes quant à l'évolution de la situation en Chine dès le 20 décembre 2019. Quelle était la nature de cette alerte? Quelles décisions avez-vous prises à la suite de la dite alerte? Effectivement, je constatais que nous devions nous préparer à des menaces qui font partie des menaces majeures décrites par l'Organisation mondiale de la santé. Ces menaces, vous les connaissez, ce sont
les pollutions, les changements climatiques ou les impacts des changements climatiques, les maladies évolutives, en particulier les fièvres hémorragiques virales, les pandémies que vous connaissez déjà, comme le VIH-Sida, mais aussi l'impact, par exemple, de la résistance aux antibiotiques ou de la défiance vaccinale, et puis les maladies dites émergentes ou réémergentes. Dès mon arrivée, j'ai eu cette approche en janvier 2018, puisque mon premier déplacement a eu lieu à Santé publique France, de prôner une approche globale, une approche que les anglo-saxons qualifient de One Health, d'anticipation. Et donc j'ai poussé plusieurs aspects d'organisation de la Direction générale de la santé. D'abord, nous avons sorti ce que nous appelons le plan ORSAN, qui est finalement le pendant du plan ORSEC, que vous connaissez dans le champ des préfets et de la réponse aux catastrophes. C'est donc la réponse du système de santé à une situation sanitaire majeure, qui peut être de différentes natures, une canicule, une épidémie, des risques éventuellement nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, avec une annexe très importante qui a été développée, qui est l'annexe risque épidémique et biologique. Et par ailleurs, nous avons diffusé, dans un travail tout à fait inédit, entre la médecine militaire, la médecine hospitalière et la médecine de ville, avec la sécurité civile, la santé et le service de santé des armées avec lequel nous collaborons, un guide de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles pour tous les établissements. Nous étions en permanence dans ce qu'on appelle une veille syndromique, une veille sur des dépêches qui sont partagées désormais au niveau mondial avec un réseau mondial d'experts et qui détectent une anomalie de santé, des décès groupés, une épidémie éventuelle ou des cas de maladies graves. Et donc nous avons eu effectivement cette alerte qui a été confirmée par les Chinois, par les autorités chinoises à la fin du mois de décembre concernant une investigation en cours dans la province du Hubei sur des pneumopathies. Vous savez que les pneumopathies, évidemment, sont de causes multiples, et donc nous attendions d'avoir des informations précises des autorités chinoises. Il y a eu des premiers messages que nous avons suivis avec beaucoup d'attention dès le début janvier, messages qui ont été confirmés par l'Organisation mondiale de la santé d'abord, puis par les autorités scientifiques chinoises, puisque vous savez que dans les premiers jours de janvier a été confirmée cette épidémie de pneumonie à Wuhan, puis la découverte d'un virus émergent, puisque le génome complet de ce virus a été séquencé et publié dans la première quinzaine du mois de janvier. Vous êtes un des visages de cette crise. Chaque soir, vos conférences de presse ont rythmé la vie des Français pendant le confinement. Vous avez par le passé exercé des responsabilités importantes qui sont également de nature à éclairer notre commission sur la préparation, sur l'état de préparation de notre pays. Estimez-vous, monsieur le directeur général, que notre pays était prêt en décembre 2019 ou en janvier 2020, cela faisait 2 ans que vous occupiez ces responsabilités, lorsque l'information de l'apparition de ce virus depuis la province du Hubei est parvenue à la France pour faire face à cette crise majeure qui nous touche, qui nous a touchés et qui risque de nous frapper encore fortement. Le monde entier a été surpris par cette crise totalement inédite, massive, rapide, brutale, mondiale. Aucun pays n'est épargné, avec d'emblée des tensions multiples sur l'ensemble des approvisionnements. Vous avez noté que même les plus grands producteurs mondiaux comme la Chine ont été touchés et entièrement à l'arrêt, et on a eu à affronter ce que nous avons tous vécu, des difficultés sur les équipements de protection ou des difficultés à obtenir des médicaments d'importance vitale de réanimation. Et je crois que les Françaises et les Français ont formidablement réagi à cette crise. Nous avons, depuis mon arrivée, beaucoup poussé 2 éléments importants, je pense. Ce qu'on appelle des retours d'expérience systématiques, ce que les experts appellent RETEX. Je pense que c'est obligatoire désormais et on se l'est imposé. Nous avons, à chaque fois qu'il y a eu un événement important, participé, rédigé un retour d'expérience. Je vous cite des exemples. Le cyclone Irma qui a durement touché les Antilles, les alertes Lactalis, les épidémies majeures comme celle du chikungunya, du Zika, de la dengue, et puis les épisodes intenses de canicule que nous avons subis, et encore assez récemment, l'incendie dramatique qu'a connu Rouen avec l'incendie de l'usine Lubrizol. Et donc nous en avons tiré des conséquences, nous avons poussé, et les Français ont beaucoup progressé dans ce champ, la prévention, l'éducation à la santé, le signalement. Je crois que la France est un des rares pays au monde où les citoyens peuvent signaler des événements sanitaires graves.
Nous avons favorisé et simplifié le circuit des vigilances. Nous avons, grâce à vous, amélioré aussi la sécurité sanitaire dans l'article 20 de la loi STSS, renforcé la lutte antivectorielle, renforcé les coopérations entre services, notamment avec le service de santé des armées, c'est très important. Et puis vous savez que chaque semaine, je préside ce qu'on appelle la réunion de sécurité sanitaire, qui est certes une réunion santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé, les directions d'administration centrale, les agences de sécurité, mais plus largement la sécurité civile, les directions concernées par les risques à l'environnement, à la consommation, à l'agriculture. Et donc c'est une culture de la prévention, une culture de l'anticipation des risques, de la gestion des risques que je souhaite promouvoir au sein du ministère. D'abord, une première question par rapport au masque. Monsieur le directeur général, le 4 mars dernier, vous déclariez sur BFM « Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez vos propos ? Comme disait Voltaire, et il a été repris souvent depuis, avant de savoir, on ne sait pas. Nous avons toujours suivi les recommandations internationales et fait état avec humilité de ce que nous ne savions pas, et parfois, en toute transparence, de ce que nous savions. Nous avons agi. L'Organisation mondiale de la santé a beaucoup hésité, et vous avez noté qu'elle recommande désormais le port du masque dans certaines circonstances depuis le 5 juin. Il y a un article, alors je n'ose le citer parce qu'on va encore dire que les revues sont contestables, mais c'est un article dans une revue de très haut niveau qui a été commandé à des experts canadiens et qui vient de sortir, qui reprend l'ensemble des connaissances, l'ensemble des publications, ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire on prend tout ce qui s'est passé, tout ce qui est sorti dans la presse scientifique, dans la littérature scientifique depuis des années, pour savoir quelles sont les meilleures mesures de prévention. Sans aucun financement, et c'est une étude scientifique qui a été totalement financée par l'Organisation mondiale de la santé et aucun autre financeur privé en particulier. Et le premier constat de cette publication canadienne, c'est de dire il n'y a aucun document consensuel qui démontre l'efficacité de mesures de prévention en dehors des mesures barrières que l'on connaît déjà et en dehors de la mesure de distanciation physique. Et même au 1er juin, ils font état d'un énorme doute sur l'efficacité des masques. Je parle bien des masques grand public, hein, c'est important de le préciser. On ne parle pas du masque pour les soignants lorsqu'il y a un risque infectieux ou un acte évasif, ou du masque pour un malade qui peut contaminer ses proches. Là, on parle vraiment du masque grand public et de l'usage par quelqu'un qui ne présente pas de symptômes. Il y a une vraie difficulté à juger de cette efficacité, et donc depuis le début, il y a eu cette volonté de dire ce que l'on savait, ce qu'on ne savait pas. On ne savait pas, en particulier, si ce virus pouvait être transmis par ce qu'on appelle des aérosols. Il a été longtemps débattu pour savoir si ce virus était d'ailleurs responsable d'une maladie à transmission interhumaine. Il y a beaucoup de publications en janvier et février sur ce point. Et donc, nous avons suivi les recommandations des experts internationaux, que ce soit ceux de l'OMS, ceux de l'Union européenne, ou d'autres experts qui ont publié à l'international. Nous avons évidemment des experts français aussi que nous avons beaucoup entendus. Et lorsque le grand public a voulu des masques, nous avons produit des masques, vous le savez, adaptés grâce aux compétences de nos industriels et de nos artisans en France. Et donc, j'ai dit très vite, je crois fin mars ou début avril, que s'il y avait effectivement une demande et si nous pouvions utiliser ce masque, non pas comme une alternative, mais bien comme une mesure complémentaire, en plus des gestes barrières, eh bien, et c'était encore une avancée dans l'éducation à la santé et la prévention. Les Français y ont déjà notamment intégré les solutions hydroalcooliques, et donc nous avons désormais ces masques produits en France et de grande qualité qui font partie de cette nouvelle catégorie des masques grand public et qui sont désormais utilisés en particulier lorsqu'il y a une situation à risque. Et je vous rappelle que ces situations à risque sont surtout les situations de grande promiscuité, d'espace clos, lorsque l'on ne peut pas respecter les mesures barrières. Vous dites, vous avez suivi les recommandations de l'OMS. Mais alors pourquoi sur les tests, vous avez fait l'exact inverse de ce que l'OMS vous a recommandé? L'OMS a dit tester, tester, tester. Et en France, vous n'avez pas développé de stratégie de test massive. D'après plusieurs remontées de terrain, de nombreux EHPAD nous disent, en tout cas ont témoigné, s'être vus opposer un refus de prise en charge de leurs résidents atteints du Covid par les établissements de santé. Est-ce que oui ou non, on a fermé les portes de réanimation à nos résidents en EHPAD? Pour vous rappeler l'histoire, nous sommes face à un nouveau virus et le Centre national de référence de l'Institut Pasteur met au point le test en France dès le début janvier. Il le transmet très vite
à plusieurs laboratoires sur le territoire métropolitain. Et dès la fin janvier, avant même qu'il y ait de nombreux cas sur le territoire, la plupart de ce qu'on appelle les établissements de santé de référence disposaient de ce test, qui, je vous rappelle, n'est pas un test facile à réaliser. Outre la technique elle-même de prélèvement qui n'est pas très agréable, il y a une technique de biologie moléculaire derrière qui nécessite un équipement en biologie moléculaire. Nous avions de nombreux laboratoires équipés pour faire 1000, puis 2000, puis 5000 tests par jour, et c'est très rapidement monté. Il y a eu une volonté aussi de la part des pouvoirs publics de diminuer le niveau de biosécurité pour faciliter l'accès de l'ensemble des laboratoires à un niveau de sécurité de niveau 2. Et très rapidement, il y a eu de plus en plus de tests. Je vous ai dit tout à l'heure que le nombre total de tests réalisés en France était désormais de 1,8 million, ce qui est quand même très important. Et puis, il y a eu une période que vous comprendrez qui était un petit peu moins riche en tests, et c'est assez logique, c'est la période du confinement, où le principe était qu'effectivement, la plupart des personnes qui pouvaient télétravailler et qui n'avaient pas besoin de se déplacer restaient à domicile. Et donc, il y a eu cette volonté de passer d'une doctrine de diagnostic à une doctrine de dépistage, avec le soutien d'ailleurs de la Haute Autorité de Santé. Nous avions une doctrine hospitalière extrêmement efficace, et il faut le redire, tous les patients qui se sont présentés à l'hôpital et qui ont été hospitalisés ont eu un test. Et puis nous sommes passés, et c'était une volonté d'ailleurs assez classique de prise en charge classique d'une épidémie en France, et c'est fait chaque année pour toutes les épidémies de gastro-entérite, de varicelle, de rougeole ou de grippe par exemple, d'avoir ce qu'on appelle une surveillance syndromique. C'est ce que nous faisons chaque année. On surveille par les médecins sentinelles, par les laboratoires sentinelles, les personnes par des diagnostics qui sont faits par les médecins et pas forcément par une confirmation biologique. C'est pas forcément nécessaire. Et puis, il y a eu peut-être une difficulté d'interprétation dans les propos du directeur général de l'OMS qui ne visait pas la France, mais qui visait bien de nombreux pays qui n'avaient pas accès aux tests. Il y avait encore beaucoup de pays qui n'étaient pas équipés de laboratoires de référence, et qui a dit on ne peut pas se permettre, face à une pandémie mondiale, d'avoir des pays qui n'ont pas accès aux tests parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, c'est une inconnue totale, et donc il faut tester, et nous avons répondu, j'allais dire, de façon encore plus volontaire à la demande de l'OMS, qui est de dire effectivement nous avons tous intérêt à tester. C'est ce que nous avons fait, et je tiens à le souligner, avec une mobilisation remarquable des laboratoires. Vous savez que nous avons, outre les laboratoires hospitaliers, mobilisé l'ensemble des laboratoires d'analyse de biologie médicale, les laboratoires départementaux, les laboratoires vétérinaires, les laboratoires de recherche. Vous pourriez me dire que ça va très vite et que ça aurait pu aller plus vite, avec la seule réserve, qui n'est pas une réserve de compétences, c'est que ces laboratoires ne savent pas faire du rendu de résultats individuels. Ils savent faire 500 tests de recherche, ils savent faire des prélèvements multiples dans l'environnement, mais pour rendre un résultat individuel, il y avait cette nécessité de se coordonner avec un laboratoire d'analyse médicale, de biologie médicale plus classique. Donc nous avons beaucoup progressé sur la capacité de test. Nous avons aujourd'hui une stratégie de test très volontariste, qui est d'aller chercher toutes les personnes symptomatiques, d'aller chercher évidemment toutes les personnes porteuses autour de ces personnes symptomatiques, d'aller aussi investiguer très largement autour des clusters. Vous savez que nous avons 239 clusters aujourd'hui, donc nous avons vraiment besoin de comprendre quelle est la circulation virale au sein et autour de ces clusters. Nous allons aussi dans une logique, et c'est assez important pour le signaler, d'aller vers les populations qui sont les plus éloignées du système de soins, parce qu'il y a encore beaucoup de populations qui n'ont pas accès à un médecin traitant, qui n'ont pas accès à un laboratoire, et il faut que nous puissions déployer des capacités à proximité immédiate de ces personnes. Et enfin, nous allons, et là aussi c'est peut-être pas suffisamment dit, et c'est pourquoi je le redis de plus en plus dans les points réguliers de la Direction générale de la santé, nous allons vers des lieux ou des activités à risque, qui sont des lieux où nous avons un hébergement collectif, par exemple, ou une activité à risque professionnelle, par exemple, parce que de nombreuses personnes sont dans une atmosphère dite confinée, contrôlée, dans un espace clos, avec des difficultés professionnelles à maintenir les barrières physiques et la distanciation d'un mètre. Ce qui s'est passé au sein de nos EHPAD avec nos aînés. C'était une priorité depuis le début que d'être extrêmement attentif au devenir des résidents des EHPAD. Vous savez que nous avons travaillé depuis le début, c'est un domaine qui est piloté évidemment par la Direction générale de la cohésion sociale en lien très étroit avec les fédérations,
avec ces établissements qui sont publics, qui sont privés, qui sont pilotés par les conseils départementaux avec énormément d'attention. Nous avons très vite alerté ces établissements qui savent ce que c'est qu'une épidémie hivernale, malheureusement, puisque chaque année, ils sont confrontés aux épidémies de grippe, qui ont des équipes qui connaissent aussi les plans bleus, qui travaillent de façon extrêmement étroite avec des gériatres et avec les médecins traitants. Nous avons été très attentifs à prendre en compte l'ensemble de cette activité particulière très sensible, avec énormément d'humanité, parce que chaque EHPAD est différente, chaque équipe a une politique différente, et donc nous étions très attentifs à ce qu'il y ait un dialogue entre les familles, les médecins, les équipes, et les gériatres, et donc nous avons beaucoup travaillé, en particulier avec la Société française de gériatrie, et vous savez que nous avons même saisi le Comité consultatif national d'éthique. Et donc, il n'y a eu, dans ce que vous décrivez comme d'éventuels refus, aucune décision nationale, évidemment. À chaque fois qu'il y a une orientation pour un résident, vous le savez, c'est une décision difficile qui est prise avec la famille, qui est prise avec les proches, qui est prise avec le médecin traitant et qui est prise par un médecin de l'autre côté qui décide si oui ou non il y a un bénéfice pour la personne à bénéficier d'une prise en charge aux urgences médicales, chirurgicales, voire de réanimation. Et donc cette décision, elle est éminemment individuelle, elle est éminemment médicale et à chaque fois basée sur ce qu'on appelle un bénéfice-risque pour le patient. Et c'est donc bien ce qui s'est passé. Et nous avons des données qui sont évidemment publiques et qui sont rendues publiques toutes les semaines dans le point épidémiologique de Santé publique France qui démontrent bien la répartition par âge des personnes hospitalisées. Et on voit bien qu'en France, même si c'est évidemment pas un titre de gloire, puisqu'on aurait préféré qu'il n'y ait pas de personnes hospitalisées pour Covid, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui encore des personnes hospitalisées pour Covid qui ont plus de 70 ans, plus de 80 ans, voire un âge encore plus avancé, et qui le sont selon les hôpitaux et selon les pathologies, soit en médecine conventionnelle, soit en soins de suite réadaptation, soit en réanimation si c'est nécessaire. Et c'est une démarche qui reste une démarche individuelle des équipes médicales, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. On sait aujourd'hui que cette pénurie de masques que nous avons subie est au cœur des interrogations de nos concitoyens. Je crois qu'il faut apporter toutes les réponses les plus clairement possible. D'abord, en vous demandant si vous pouvez nous dresser un état des lieux chiffré sur la période actuelle, notamment au 1er janvier de 2020. Vous pouvez me le confirmer ou l'infirmer que sur la période 2012-2017, il était prévu de procéder sur les stocks stratégiques, puisque donc les stocks de l'État, à une acquisition de masques chirurgicaux de 100 millions par an. Une première commande a été passée de 100 millions de masques en 2013, et puis il a été décidé en 2014 de ne plus activer le marché d'acquisition, et ça a été également le cas en 2015, en 2016 et en 2017. Pourquoi sur les 500 millions de masques qui devaient être achetés, commandés à l'époque, il n'y en a eu que 100 millions de masques. Sur la période où vous êtes en responsabilité, vous nous dites tout à l'heure que l'état de la connaissance sur les masques ne vous permettait pas d'avoir une vision d'anticipation. Bon, je peux l'entendre, j'entends en tout cas votre réponse, mais il y a un point qui m'interroge. Est-ce que vous avez bien eu cette note de Santé publique France du 26 septembre 2018 qui fait suite à l'expertise d'un comité scientifique qui indique qu'il faudrait, face à une pandémie majeure qui toucherait une partie importante de la population, 1 milliard de masques. Une boîte de 50 masques pour 20 millions d'habitants, ce qui fait 1 milliard de masques. Sur la période 2012-2020, avant la crise, on commande 100 millions en 2013 et 100 millions en 2019, alors que l'on sait, par l'évaluation de l'organisme qui succède à l'EPRUS Santé publique France, qu'il en faut 1 milliard. Parallèlement, nous savons, et vous savez en tout cas, puisque là aussi Santé publique France commande une expertise à une société belge, que la plupart des masques qui ont été commandés, en tout cas déjà ceux qui étaient commandés en 2013,
arrive à une date de péremption fin d'année 2019, et que ceux qui avaient été commandés précédemment ne sont plus utilisables selon cette expertise qui après sera remise en cause, on en reparlera sans doute. Donc on a un stock dont les autorités en charge connaissent la fragilité, qui est en train de devenir non utilisable. On a une note qui pose une exigence d'avoir 1 milliard de masques et on n'en commande que 100 millions. Voilà. Pourquoi, malgré cette alerte, et sans doute d'autres, et je ne sais pas si vous en avez reçu d'autres, et en tout cas je vous le demande, pourquoi ces commandes ne sont pas intervenues? L'état de la connaissance était posé par des experts et par des institutions. En janvier 2020, la France disposait d'un stock stratégique d'État de 115 millions de masques chirurgicaux. Ce stock stratégique d'État, il faut bien préciser qu'il est un stock qui est détenu par Santé publique France, que c'est une relative exception mondiale puisque la plupart des autres pays n'ont pas ce dispositif et que nous avons cette particularité qui est liée d'ailleurs à notre histoire. Nous avons réintégré 75 millions de masques chirurgicaux qui étaient périmés 2019, qui ont été évalués conformes et donc qui ont pu être distribués. Et puis vous l'avez dit aussi, monsieur le rapporteur, il y avait 362 millions de masques chirurgicaux qui ont été achetés probablement dans la période 2003-2005, sans date de péremption visible, qui ont fait l'objet de contrôles par le Laboratoire national d'essai, par la Direction générale de l'armement, et qui ont été classés non sanitaires, mais utilisables évidemment, et tant mieux, puisqu'on a pu en distribuer 141 millions. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous sommes sur une commande importante pour ce stock stratégique et pour répondre au risque de rebond et de deuxième vague de 3,7 milliards de masques. C'est un gigantesque pont aérien, c'est aussi une magnifique mobilisation des acteurs français des masques sanitaires, puisque vous savez qu'ils ont considérablement augmenté leur capacité de production sur le territoire national. Et donc nous avons déjà 770 millions de masques distribués. Un premier déstockage pour les professionnels de santé que vous avez cité dès la première semaine de mars, mais surtout 687 millions de masques chirurgicaux distribués, 7,7 millions de masques pédiatriques et plus de 78 millions de masques FFP2. Le 30 janvier, nous avons commandé pour des équipes de projection, puisque je vous rappelle que c'était la période des évacuations sanitaires de Wuhan, des premières investigations autour de cas, et donc nous voulions avoir des équipes parfaitement protégées. Nous avons décidé de commander des masques FFP2 pour des actes à haut risque, mais aussi des équipements de protection individuelle, ce qui n'est pas a priori dans le stock stratégique d'État. La première, de 1,1 million de FFP2 le 30 janvier et il y a eu 28,5 millions le 7 février. Et puis il y a eu ensuite une succession de commandes. Nous avons fait des commandes importantes, mais simplement pour vous donner une idée, les commandes que nous faisons, c'est 10 à 15 millions de masques dans un énorme avion gros porteur. Donc à chaque fois qu'il y a 10 ou 15 millions de masques, c'est un avion gros porteur et on fait un pont aérien de près de 10 avions gros porteurs chaque semaine. Donc c'est pour vous illustrer l'importance de ce pont aérien qui est renforcé d'ailleurs par un pont maritime et d'autres voies de livraison. Ensuite, vous m'avez interrogé sur la période 2018, puisque je suis arrivé en janvier 2018. Je peux vous donner d'emblée les chiffres parce qu'ils ont été repris, je crois d'ailleurs régulièrement par la presse. Il y avait 754 millions de masques chirurgicaux dans les stocks stratégiques d'État. Il y avait, quand je suis arrivé, une commande faite par la DGS, la Direction générale de la santé, auprès de Santé publique France, d'avoir une évaluation précise de l'état du stock. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, ce stock était majoritairement constitué de commandes anciennes. Juste pour rappeler aux membres présents l'histoire des maladies infectieuses en France, nous avons eu une première alerte
avec les enveloppes contaminées par du bacillus anthracis aux États-Unis, fort heureusement pas en France, mais qui ont effectivement inquiété au début des années 2000. Il y a eu l'émergence du SRAS, dont tout le monde se souvient, mais qui fort heureusement n'a fait que 8000 cas et 800 décès, avec peu de cas en France. Et puis il y a eu les alertes de pandémie grippale, avec d'une part un virus d'origine aviaire en 2005, c'était le H5N1, puis le H1N1 avec des commandes tout à fait importantes, à la fois de masques chirurgicaux et de masques P2. Dans les années 2010, il y a eu effectivement beaucoup d'évolutions. D'abord, une commission d'enquête après la pandémie H1N1, des évolutions, et peut-être qu'il faut prendre le temps de les décrire, qui ont porté sur la nature et le fonctionnement de ce stock stratégique. La nature d'abord, puisque de plus en plus d'experts, et d'ailleurs la position n'a pas changé, ont jugé que les masques FFP2 étaient réservés à des situations à haut risque d'intubation, de réanimation, et donc à disposer auprès des soignants les plus exposés, et que les masques chirurgicaux étaient effectivement le masque recours, et en particulier pour les soignants, parce que je tiens à peut-être rappeler les trois cercles importants pour les masques. Le premier cercle est évidemment la priorité donnée aux soignants. Le deuxième cercle, ce sont les malades, pour éviter de contaminer leurs proches. Et puis ensuite, il y a le cercle dont on a parlé tout à l'heure, des personnes non malades du grand public. Et donc cette évolution de doctrine, elle a été basée sur plusieurs avis d'experts. Il y a un avis de 2011 du Haut Conseil de santé publique, il y a un avis de la Haute Autorité de santé, il y a un positionnement de la Direction générale de la santé. Juste pour illustrer aussi l'évolution de la nature du risque, il y a eu le MERS-CoV qui est apparu, donc là encore un coronavirus après le SRAS, en 2012, avec seulement 2 ou 3 cas dans la plupart des pays, et puis une persistance de foyers au Moyen-Orient. Il y a eu aussi une alerte majeure, urgence de santé publique de portée internationale, qui était la fièvre hémorragique virale à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a eu cette évolution progressive, consensuelle, sur laquelle les experts se sont positionnés, qui est de réduire le stock stratégique de masques en termes de FFP2 et de garder un stock de masques chirurgicaux, avec régulièrement, et évidemment, nous tiendrons à votre disposition l'ensemble des commandes et des flux, des acquisitions, des destructions et des commandes qui sont à la fois sur des masques chirurgicaux et des masques pédiatriques. Sur la période que vous avez citée, 2013-2017, le stock de masques chirurgicaux n'a pas été modifié, puisqu'il était de 730 000, il est resté à 750 000. J'ai été conseiller de Marisol Touraine de 2013 à 2015, et nous avons, durant ces années, commandé des masques chirurgicaux et pédiatriques pour maintenir le stock de masques jusqu'en 2017. Point important, la commande de 2017, et c'est peut-être le point qui fait la jonction avec mon arrivée en 2018. En 2017, le directeur général de la santé demande un état précis des stocks. Moi, j'arrive en janvier 2018. Et donc, il y a, vous savez, cet audit, vous l'avez d'ailleurs cité, il y a eu une demande d'analyse par une société spécialisée qui a procédé à cet audit et qui a fait un constat qui nous a énormément surpris, qui était le mauvais état de ce stock, qui massivement, majoritairement, était constitué de l'eau de très mauvaise qualité, donc avec de très nombreuses analyses, et qui nous ont conduit, Santé publique France en particulier, à proposer la destruction de ce stock. Et je crois que là, il n'y avait pas de discussion sur l'état des masques qui étaient troués. Il y a des enjeux de respirabilité, de contamination microbienne, de filtration. Enfin, je ne veux pas faire un débat technique, mais pour vous dire qu'il n'y avait pas de sujet. Et donc malheureusement, ça a été la découverte et la très mauvaise surprise de découvrir un stock massivement périmé et de très mauvaise qualité. Et donc nous avons décidé tout de suite, je crois, dans les semaines, dans les jours qui ont suivi, en octobre 2018, de commander 100 millions de masques. C'était le 30 octobre 2018. Pourquoi 100 millions de masques? Là aussi, peut-être pour illustrer la démarche que j'avais entamée à la demande d'Agnès Buzyn. Nous avions beaucoup échangé avec l'ensemble des acteurs concernés, évidemment, il y a le stock stratégique d'État qui est à Santé publique France, il y a le stock tactique, il y a différents stocks régionaux, et puis il y a les besoins réguliers que nous observions. Nous avions acté une évolution dans ce stock qui était une évolution assez
logique, me semble-t-il, vers un stock dynamique, vers un stock tournant, vers un stock tampon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous considérions que laisser un stock dormant n'était pas forcément une bonne solution, que ce stock devait servir, que ce stock devait être régulièrement réalimenté pour qu'il n'y ait pas d'un seul coup l'ensemble du stock qui soit périmé. Donc ça paraissait cohérent et ça a fait partie d'ailleurs des discussions et des points qui ont été actés dans ce qu'on appelle le COP, c'est-à-dire le contrat d'objectifs et de performance qui a été signé entre Santé publique France et la ministre Agnès Buzyn. Donc cette évolution vers une doctrine de stock tournant, de stock tampon et de commande à proposer, en particulier aux producteurs français, pour leur dire il y a une demande régulière qui doit être faite pour faire tourner ce stock. Et j'ai du mal à comprendre comment, au fil d'épidémies successives, n'est jamais parvenu dans le débat public, en tout cas pas à mes oreilles, que ce soit en tant qu'élu national ou en tant qu'élu local, la difficulté qui était la nôtre d'approvisionnement en masques ou d'approvisionnement en tests. Dans la relation entre l'administration et les élus nationaux et les élus locaux, je vois une capacité incontestable de progression, mais je voudrais savoir, dans l'expérience éminente qu'est la vôtre, l'explication que vous pouvez nous apporter sur ce point. Je me suis beaucoup interrogé sur le rôle de l'histoire, parce que je pense qu'il y a le rôle de l'histoire et il y a le rôle des événements auxquels nous sommes confrontés. J'ai cité rapidement tout à l'heure les différents épisodes que nous avons vécus en France, et fort heureusement, il n'y a pas eu d'enveloppe contaminée au charbon en France, il n'y a pas eu beaucoup de cas de SRAS en France, il y a eu, vous le savez, peu de victimes, et tant mieux, de l'émergence H5N1 et de la pandémie 2009. Et puis, il y a eu cette évolution scientifique, cette évolution de doctrine, cette évolution de posture vis-à-vis du stock d'État, en sachant que, là encore, l'évolution, il faut peut-être rassurer les Français, il y a heureusement dans les établissements de santé et chez les professionnels de santé du matériel, on le remarque tous les jours et on s'en satisfait tous les jours. Les blocs opératoires bénéficient de masques pour les équipes, les réanimations ont des masques, le dentiste qui vous opère a des masques. Mais ce qui s'est passé, je pense, et c'est une explication qu'il faudra laisser aux chercheurs probablement, c'est peu de confrontation ces dernières années à des besoins importants de masques, une crise totalement inédite qui est quand même marquée non seulement par sa brutalité, mais par le fait que l'ensemble des pays demandent le même produit en même temps, alors qu'au quotidien, nos professionnels de santé n'ont aucun problème pour commander des masques, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient cliniques, qu'ils soient hôpitaux. Vous prenez l'année 2018 ou l'année 2019, le flux ne pose aucun problème. C'est cette irruption brutale d'une crise où, en particulier, les gros producteurs se retrouvent totalement à l'arrêt, voire utilisent leur production pour eux-mêmes, qui nous a mis en difficulté au sens collectif, puisque la situation a été exactement la même dans d'autres pays européens ou outre-Atlantique. Donc une évolution brutale, un stock non négligeable, puisque je voulais citer, dormant, et qu'on souhaitait rendre plus dynamique, et puis peut-être aussi, et ça c'est dans le camp de la médecine que je me place, une arme qui peut paraître entre guillemets moins utile, moins habituelle que les armes dont on parle souvent maintenant, qui sont le fait que la plupart des menaces posent des questions d'immunoglobulines, de vaccination, d'antivirales, d'antibiotiques, d'immunothérapie, de molécules extrêmement efficaces. Et on a l'impression que cet outil de tous les jours des soignants n'était plus, au niveau international d'ailleurs, si on prend les experts internationaux, si on prend les grands consensus internationaux, une démarche qu'on cherchait, puisque ce qu'on cherchait, c'était le produit innovant, la réponse anti-infectieuse innovante ou la vaccination immédiate. Donc voilà ce qui est peut-être le contexte. Sur votre interrogation sur le rôle de chacun, je dirais que chaque acteur est absolument fondamental selon moi, parce que dans ce que j'ai vécu personnellement, nous avons énormément échangé avec les acteurs locaux.
Les maires étaient extrêmement mobilisés, les présidents de conseils départementaux, on parlait tout à l'heure des EHPAD, évidemment les élus de terrain, les agences régionales de santé. Et en fait, je pense que les deux sont absolument indispensables. C'est-à-dire qu'il faut un État régalien, parce que la puissance de l'État est importante quand on doit commander massivement, quand on doit discuter au niveau européen, quand on doit mettre en place des démarches de réponse militaire, des ponts aériens, des ponts maritimes, des évacuations. Enfin, ça paraît logique d'utiliser la puissance de l'État et notamment la richesse de ses forces de sécurité civile ou de ses forces militaires. Mais la finesse, la compréhension du terrain, la capacité de granulométrie très précise, parce qu'on sait bien que chaque établissement est différent, chaque organisation de santé est différente, fait qu'effectivement, nous devons nous interroger collectivement sur cet échange d'informations, en sachant que chaque acteur, à mon sens, a un rôle important et que nous avons appris pendant cette crise à échanger sur les besoins et sur les circuits les plus adaptés. En tout cas, nous sommes efforcés d'être au quotidien à l'écoute des acteurs et des élus de terrain. Je voudrais revenir néanmoins sur la première question qui vous a été posée par la présidente Bourguignon, qui faisait référence à cette note du 5 septembre 2016 dans laquelle vous disiez « la France n'est pas prête ». Je veux savoir très concrètement à quoi vous pensiez, notamment sur le plan du risque pandémique, et ce qui a été accompli pour surmonter ce que vous identifiez comme cette impréparation. Vous avez évoqué l'Orsan, mais l'Orsan, sauf erreur de ma part, existait déjà depuis quelques années. En quoi vous l'avez rénové, vous l'avez interrogé, vous avez parlé des retours d'expérience, qu'il y a eu des exercices. Est-ce que sur le plan de la veille sanitaire, vous aviez une appréciation que vous nous feriez partager sur la fusion des agences, sur les éventuels avantages ou inconvénients que cela présentait, sur l'état de la recherche, sur les Covid? La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que nous étions prêts la veille de l'épidémie? Est-ce que nous serons prêts dans quelques mois pour en tirer des leçons? Et je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez dit sur les masques, parce qu'en effet, c'est vraiment une question très importante pour les Français. Je crois comprendre de ce que vous dites qu'il y a eu un changement de doctrine en 2018. Je ne sais pas s'il faut le formuler comme ça, en tout cas je vous pose la question. Y a-t-il eu un changement de doctrine en 2018 consistant en réalité à ne pas avoir des stocks comme c'était envisagé de l'ordre du milliard, mais finalement de 115 millions, ou peut-être un peu plus, que vous feriez tourner? Et de quelle manière a été établie cette nouvelle doctrine? Est-ce qu'elle a été co-construite avec le secrétariat général de la Défense nationale? Est-ce qu'il a été validé par des instances politiques ou administratives? On a besoin vraiment de savoir ce qu'il en est, et si en effet vous considériez, comme Madame Buzyn le 26 janvier, comme Monsieur Véran le 24 février, que la France était prête, qu'elle disposait de stocks massifs, et qu'en cas de nécessité, elle les distribuerait. Face à ce que nous avons vécu, on trouve difficilement un pays qui a été prêt. La plupart des pays très avancés, qui ont plus la culture de la prévention, sont soumis à de nouveau des menaces. On le voit, que ce soit à Singapour, que ce soit à Pékin, où on est en train de fermer des écoles, qui sont des pays où vraiment le confinement a été extrêmement strict, où le port du masque est extrêmement répandu. Enfin, on voit bien que je cherche désespérément un pays qui pourrait se targuer d'avoir été prêt et d'avoir parfaitement gérer cette pandémie, compte tenu du caractère totalement inédit, massif, meurtrier, brutal de cette pandémie. Simplement, ce que je voulais dire, et je pense que la France va dans le bon sens, c'est quand même important de le dire, nous devons développer, et nous l'avons fait, une culture du retour d'expérience. C'est-à-dire à chaque événement, même s'il a été bien géré, même si ce n'est pas le même impact, nous devons nous astreindre à l'étudier, à l'analyser. C'est vraiment la culture du rétexte. Orsan est très récent. Le plan Orsan est très récent, il est dans son cadre depuis quelques années, mais par contre la déclinaison précise, secteur par secteur, enjeux climatiques, enjeux épidémiques, enjeux NRBC, se met en place dans l'ensemble du territoire et en particulier au niveau régional. Même chose sur la spécificité française qui est de disposer d'une structure nationale d'expertise pour la coordination du risque épidémique et biologique. C'est quelque chose à signaler puisque ce sont des experts français, infectiologues, épidémiologistes, réanimateurs, biologistes, virologues qui se réunissent régulièrement justement pour évaluer les risques. Et puis nous avons une structure qui a été déjà à plusieurs reprises
cité dans la presse et à l'international, qui est notre capacité de réagir très vite en termes de recherche d'urgence. C'est la structure Reacting, c'est-à-dire que tous les opérateurs de recherche en France travaillent ensemble avec des structures très réactives et un cadre adapté pour aller vite. Je crois qu'on peut quand même se féliciter de la frénésie scientifique, du bouillonnement scientifique qu'a connu la France, puisque nous avons quand même énormément d'innovations françaises, et tant mieux. Nous avions renforcé le circuit des vigilances, le circuit des signalements. Vous savez que nous avons aussi beaucoup reconfiguré notre paysage d'agences sanitaires et qu'aujourd'hui nous avons des agences sanitaires qui sont cohérentes en termes de prise en charge des problèmes de santé, puisque autour de Santé publique France, c'est une approche populationnelle et de prévention qui a été poussée. Nous avons un champ désormais très cohérent, de très haut niveau, autour de l'ANSES, avec la prise en charge des enjeux d'environnement, de santé au travail et une expertise qui est reconnue au niveau européen. Et puis nous avons l'ensemble du pôle produits et pratiques de santé, avec l'Agence de biomédecine, avec l'Établissement français du sang, avec la Haute Autorité de santé, avec évidemment l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc voire même une partie de l'Institut du cancer qui sont aussi sur le champ des pratiques et des produits. Donc on peut quand même vraiment considérer qu'on a un niveau d'expertise en France qui est de qualité. On a des agences régionales de santé qui ont répondu aux enjeux de surveillance et de réaction rapide lorsque les premiers cas sont survenus. Je vous rappelle ce qui s'est passé dans la prise en charge de nos compatriotes rapatriés de Wuhan, plusieurs centaines de compatriotes qui ont été ramenés, rapatriés en avion, qui ont été accueillis dans des conditions tout à fait remarquables par des équipes soignantes qui ont été accompagnées pendant la quatorzaine dans des centres dédiés. Donc vraiment la réponse de terrain a été de très haut niveau. Je me souviens, je crois que c'était le 7 ou le 8 février, d'un déplacement avec la ministre Agnès Buzyn au Contamine Montjoie, où l'équipe d'investigation de l'Agence régionale de santé et les infectiologues de l'hôpital se sont projetés dans ce gymnase à proximité de l'école pour faire des prélèvements le samedi après-midi, le dimanche matin, pour expliquer à l'ensemble des parents comment allaient se passer les tests et les résultats. Donc le maire était présent. On voit bien que cette réponse, que cette préparation et que cette capacité du terrain à prendre en compte le risque épidémique et biologique était de qualité. Donc la France progresse considérablement, et je dirais que les Françaises et les Français progressent considérablement aussi dans leur éducation, dans leur capacité à anticiper les risques, à prendre en compte les risques pour eux-mêmes et pour leurs proches. Ils ont progressé sur les solutions hydroalcooliques. Ils ont progresser aussi sur leur connaissance du risque infectieux, on le voit, les échanges sont de très bon niveau, et donc je crois que la préparation progresse, et que c'est la question que vous m'avez posée, nous allons apprendre ensemble de ces derniers mois, et nous serons, et c'est un impératif, mieux capables de prendre en compte un éventuel rebond épidémique ou une deuxième vague si elle devait survenir. Sur la question de 2018, je ne parlerai pas de changement de doctrine, parce que la doctrine, c'est celle qui a été basée sur des avis scientifiques multiples et sur la réflexion de la place du masque chirurgical. Et ce n'est pas une réflexion française, c'est une réflexion européenne, internationale, américaine. Enfin, il y a beaucoup de publications sur la place du masque chirurgical dans les mesures barrières, en particulier pour les soignants, entre des gestes invasifs d'un côté qui nécessitent des masques FFP2 et des gestes de soins. Donc la volonté, elle était vraiment partagée par Santé publique France, c'est-à-dire de se dire que finalement un stock tournant n'était pas une très bonne idée, et on le voit bien, puisque nous avions un stock dormant, pardon, n'était pas une bonne idée, et qu'on avait plutôt intérêt tous à avoir des stocks qui soient régulièrement renforcés, rénovés, remplacés. Ça ne nous paraissait pas du tout incompatible avec la doctrine, mais d'éviter justement de retomber dans une situation qui ne me paraissait pas très satisfaisante, où on est à jeter régulièrement des quantités importantes de masques. Donc c'était dans les discussions que nous avions avec Santé publique France, dans leur volonté aussi d'aller vers des stocks tampons, vers des capacités de commande rapide, et je crois que effectivement nous avions en janvier 117 millions de masques. Je vous ai
parler aussi des masques qui ont été reversés dans le stock de Santé publique France après examen. Et donc, il y avait à l'époque une consommation extrêmement faible. Et puis, il y a eu cette explosion que nous avons tous vécue dans la commande, qui a fait qu'effectivement, nous avons dû répondre par des commandes massives et par ce pont aérien. Nous avons un très haut niveau d'expertise en France et nous pouvons remercier les experts qui se sont mobilisés. On a beaucoup parlé du conseil scientifique, on pourrait beaucoup parler aussi de ceux qui se sont mobilisés dans les essais de recherche clinique, dans les essais de recherche vaccinale, voire dans les essais de technologies innovantes. Il y en a de très nombreuses que je pourrais vous citer et qui font la fierté des équipes de recherche françaises. Il y a le Haut Conseil de santé publique qui a été massivement mobilisé. Je crois qu'on est maintenant près de 60 saisines depuis le début du mois de janvier. Donc c'est vous dire combien ces experts ont pu porter un certain nombre d'avis. Il y a le comité d'analyse de la recherche qui est présidé par Madame Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, qui a éclairé les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et les ministères des solidarités et de la santé sur l'état des innovations technologiques, l'accès aux innovations, l'accès aux technologies de rupture dans le champ de la biologie moléculaire, dans le champ du diagnostic, dans le champ des innovations numériques. Et puis, il y a ce fameux conseil scientifique qui, je pense, était important pour donner un avis alors complètement indépendant de l'ensemble des structures, puisque ça a été la volonté du président de la République et du gouvernement, et d'éclairer de façon totalement indépendante et pluridisciplinaire, parce que je le rappelle aussi, il y avait des représentants de Santé publique France, des représentants du Haut Conseil de santé publique, mais aussi des représentants des différentes spécialités. On a parlé de l'épidémiologie, on a vu apparaître un champ tout à fait nouveau pour les Français, qui est celui de la modélisation mathématique. Les équipes françaises sont de très haut niveau aussi dans les modèles mathématiques explicatifs ou prédictifs. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a vu apparaître, que d'être capable d'expliquer un phénomène épidémique et de le modéliser. Donc un élément de plus pour éclairer les décideurs. Et je pense qu'il est toujours important d'avoir un éclairage indépendant et une évaluation scientifique de nos actions. En fait, la question qu'on posait, c'était est-ce que le pays était prêt ou non, et est-ce que les alertes ont été données. Pourquoi, alors qu'un comité d'experts émet une recommandation auprès de Santé publique France disant qu'il faut 1 milliard de masques, pourquoi on reste à 100 millions, en gros, il n'y a qu'une commande qui est faite, 2018 ou 2019. Quel est le nombre de masques en période de crise qui sont nécessaires? Sur la réponse immédiate à la crise et à l'alerte, les premiers messages officiels écrits de l'OMS sont du 5 janvier. Nous avons réuni la réunion de sécurité sanitaire le 8 janvier et le premier message d'alerte qui est parti aux agences régionales de santé est du 10 janvier, à l'époque où l'OMS disait qu'il n'y avait pas d'argument pour une transmission interhumaine, et la veille de la première identification de la séquence virale. Donc je pense que sur l'alerte aux ARS et aux établissements de santé, et puis ensuite aux professionnels de santé, nous avons été extrêmement réactifs. Et je vous rappelle que il y a eu une première conférence de presse qui a été suivie ensuite par de très nombreuses conférences de presse dès le 21 janvier, c'est-à-dire bien avant la conclusion de la visite du directeur général de l'OMS en Chine. Donc on était vraiment très proactif dans le partage d'informations de ce que l'on savait ou de ce qu'on ne savait pas. Sur la réponse en termes de stock, en 2018, quand j'arrive comme directeur général de la santé en janvier, il y a 750 millions de masques. C'est simplement en octobre 2018 qu'on découvre que sur ces 750 millions de masques, il y a une quantité importante de masques qui posent de vrais problèmes de péremption au sens qualité physique. Et c'est ça, c'est vraiment là la surprise. Et donc, avec des enjeux de respirabilité, avec des enjeux d'efficacité, avec des enjeux de contamination microbienne, donc c'est pas possible de les utiliser. Et donc, on a d'abord cette commande immédiate, puisque je vous l'ai dit, je crois que c'était le 30 octobre que je commande 100 millions de masques, mais surtout qu'on se met en situation de mettre en place ce stock tournant, c'est-à-dire de dire on commande régulièrement des masques pour refaire ce stock. Et par ailleurs, vous le savez, le ministre Olivier Véran a permis, grâce à une nouvelle expertise, de transformer ces masques, non plus de masques sanitaires, mais de masques grand public, parce qu'il y avait une partie de ces masques qui ont pu quand même être repris, de même que les masques 2019
ont été utilisés et remis dans le stock puisqu'ils ont été évalués. Alors, sur les besoins, on était à 117 millions immédiatement disponibles en janvier 2020. La consommation de masques en France, elle est de 3 à 5 millions par semaine. Et nous avons eu ensuite une augmentation très régulière jusqu'à effectivement ce que vous disiez, monsieur le rapporteur, 40 millions de masques par semaine, mais nous avons commandé dès le 30 janvier, puis très massivement en février. Juste peut-être pour dire qu'il y a eu une évolution qui a été quand même très importante. La première évolution, c'est que les soignants à l'hôpital, et j'en suis un, et je porte le masque depuis très longtemps, ne portent le masque que quand ils rentrent dans la chambre du malade. En tout cas, c'est vraiment ce que l'on a comme habitude, et de voir d'ailleurs pour ceux qui fréquentent les hôpitaux régulièrement, vous ne voyez pas d'infirmières ou de médecins avec des masques dans les couloirs, vous ne voyez pas de personnel de santé à la cafétéria ou dans le hall de l'hôpital portant des masques, parce que le principe est effectivement qu'on se protège à proximité immédiate du malade, et c'est ça l'indication. Et petit à petit, on a vu une évolution. D'abord, certains services, et c'est une très bonne pratique, comme les services de maladies infectieuses, on l'avait vu avec Agnès Buzyn et Olivier Véran d'ailleurs à Grenoble, certains services portent le masque en permanence dans les lieux où il y a des malades infectieux et une épidémie hivernale. Et puis, il y a aussi cette évolution qui est que l'expert que vous citez, qui est aussi un expert de Grenoble d'ailleurs, le professeur Stahl, avait fait des évaluations de besoins lors d'une pandémie grippale pour les malades. C'est-à-dire, là aussi, je tiens à le préciser, parce qu'effectivement, il y a les besoins des soignants, il y a les besoins des malades, et il y a éventuellement les besoins du grand public. Et donc, il y a une constatation qui est qu'en 2009, les malades ne portent pas de masque, et il y a aussi une volonté de ma part d'encourager le port du masque par les malades. Dès 2018 et encore plus en 2019, vous avez noté que la campagne CNAM 2019, cette campagne qui a eu lieu en novembre-décembre, que les Français ont découvert puisqu'elle était très originale et créative, encourageait le port du masque par les malades. Et donc là encore, il y avait cette évolution souhaitée que les malades, pour protéger leurs proches, puissent porter des masques. Donc une évolution des pratiques et une réponse en janvier et en février à la situation épidémiologique de l'époque. Je vous rappelle que le 15 février, nous étions avec le cluster des contaminés de Montjoie et le premier décès en France. Et nous avions déjà commandé plusieurs dizaines de millions de masques. Et puis, il y a eu cette réponse massive que je redonne aujourd'hui, puisque entre le 16 mars et le 14 juin, c'est-à-dire en moins de 3 mois, nous avons distribué, ce qui est totalement inédit en France, 770 millions de masques, alors que, si je ne me trompe pas, environ 140 millions de masques avaient été déstockés en 2009. Donc c'est pour vous donner une idée de comparaison des volumes. Vous étiez, on l'a dit, conseiller de Mme Touraine, chargé de la prévention des risques sanitaires. Vous avez écrit en 2016 à Emmanuel Macron que nous n'étions pas prêts. Est-ce que Mme Touraine en avait conscience selon vous? J'informais très régulièrement la ministre de la situation de la sécurité sanitaire en France, puisque c'était mon rôle de conseiller sécurité sanitaire, évidemment en lien étroit avec le directeur général de la santé de l'époque. Il faut rappeler aussi l'évolution du contexte. Et malheureusement, tous les Français s'en souviennent, hein, c'est l'irruption brutale du risque terroriste en France qui fait que d'un seul coup, ce qui était totalement inimaginable devient malheureusement possible. Entre mon départ et cette note, qui est une note, j'allais dire, de réflexion, puisque je n'avais plus du tout les mêmes fonctions, j'étais enseignant, je me posais la question on va dire de l'évaluation générale des risques, parce que je trouve qu'il est intéressant d'être attentif, justement, vous avez cité un peu ma note qui était globale, d'avoir une espèce de cartographie des risques pour quelqu'un qui veut prendre des décisions, et donc d'être attentif au fait qu'aujourd'hui, toutes les menaces sont globales. Je suis frappé, en fait, par les 10 menaces majeures qui sont aujourd'hui validées par l'OMS. Ces menaces concernent tout le monde. La pollution, les changements climatiques, les émergences de maladies, la défiance vaccinale qui est partagée par la plupart des pays de la planète, l'antibiorésistance qui voyage autant que les êtres humains, et la réponse à des émergences ou à des maladies qui peuvent aujourd'hui
être dans une ville très très loin de France et se retrouver en France le lendemain. Donc c'était cette approche-là que j'ai voulu favoriser dans ma note à Emmanuel Macron. C'était une note d'alerte générale sur le fait qu'il fallait être attentif au fait que le monde était devenu un village et que se détourner de ce qui se passe dans le monde est aujourd'hui inquiétant. Il devait y avoir des contrôles réguliers de l'état des masques, des stocks de masques chez les employeurs, dans les administrations. En 2018, vous êtes nommé directeur général de la santé pour notre pays. Avez-vous ordonné des contrôles ou avez-vous eu connaissance de ces contrôles ? Alors, pas à ma connaissance, ce que vous décrivez très bien, c'est effectivement l'évolution 2011-2013, qui est une évolution d'ailleurs totalement cohérente, hein, je tiens à le dire. On réfléchit tous ensemble, c'est des avis d'experts, c'est une réflexion post-événement majeur de 2009, et donc je tiens à souligner l'importance de cette réflexion. C'est une réflexion qui est à la fois sur le type de stock, sur l'utilisation de ce stock et sur la répartition entre le stock stratégique, le stock dormant, dont j'ai parlé, qui est confié à l'EPRUS puis à Santé publique France, et puis l'évolution vers des stocks locaux, vers des stocks immédiatement disponibles, vers les stocks sous la responsabilité de l'employeur, vous l'avez très bien dit, que ce soit l'établissement de santé ou des administrations. Donc quand je suis arrivé, je me suis assuré du contrôle du stock qui était sous ma responsabilité, puisque je n'ai pas la responsabilité de l'ensemble des stocks des différentes fonctions publiques ou des employeurs privés ou d'autres. Et donc, je me suis vraiment assuré de ce stock de Santé publique France, qui avait d'ailleurs été demandé par le directeur général de la santé qui m'a précédé, et dont les résultats m'ont été fournis, par contre, pendant mon mandat. Par contre, vous le savez, et c'est peut-être important aussi de rassurer les Françaises et les Français, le stock principal, celui qui est utilisé tous les jours, c'est le stock des établissements de santé publics et privés. Et c'est là que la consommation a lieu. Les hôpitaux consomment heureusement tous les jours des masques. Les infirmières ont des masques P2 quand elles sont en réanimation. Les équipes chirurgicales, même chose au bloc opératoire. Et les hôpitaux tournent en permanence avec leurs stocks. Ils commandent en permanence des stocks et ce sont des stocks qui tournent très bien. Ce sont des stocks qui tournent très bien et donc il n'y a, entre guillemets, pas de problème de péremption dans un hôpital ou dans une clinique où les stocks sont régulièrement utilisés. Quelles sont les décisions que le pouvoir politique n'a pas pris pour bien préparer le pays, parce qu'il faut nous dire quel était le niveau d'impréparation du pays. La deuxième chose, on a le sentiment de la lenteur, monsieur le directeur général. Lenteur pour les masques, on n'y reviendra pas. D'ailleurs, votre première décision a été de commander 100 millions de masques. Lenteur pour les tests. Pourquoi, en Allemagne, on est allé beaucoup plus vite qu'en France? Pourquoi les machines susceptibles de faire des tests sérologiques étaient bloquées avec la Chine? Pourquoi Pasteur a traîné alors que d'autres fabricants de réactifs étaient en capacité de nous livrer ce qui a été fait dans d'autres pays d'Europe et du monde? La troisième question, c'est concernant les traitements. Et il y a eu là aussi une évolution de la doctrine. Où en sommes-nous? Et a-t-on laissé de côté des traitements qui auraient pu être plus efficaces? Sur les écouvillons, expliquez-moi comment on a une disponibilité totale d'écouvillons pour les mycoplasmes, pour les chlamydiés, pour d'autres virus et bactéries, et il n'y en avait pas pour cela alors que c'était les mêmes qu'on pouvait utiliser. Il y a eu une volonté immédiate de nos équipes médicales, en particulier pour les malades les plus graves, que de donner un accès aux meilleurs traitements. Je crois qu'il faut le dire, parce que c'est vraiment une mobilisation très forte, que ce soit, j'allais dire, des traitements symptomatiques, accès à la réanimation, à la dialyse, au respirateur, c'est évidemment fondamental, mais ça a eu lieu dans l'ensemble des réanimations françaises. J'ai cité tout à l'heure les 660 évacuations sanitaires, interrégionales, voire internationales, ce qui est quand même là aussi totalement inédit, mais aussi aux thérapeutiques. Et nous avons eu une richesse de programmes de recherche clinique et une rapidité d'instruction des protocoles qui a été soulignée par l'ensemble des investigateurs. L'accès à l'hydroxychloroquine a été permis évidemment dans le cadre de recherche clinique, et c'était ça l'important, c'était de très rapidement donner accès à cette thérapeutique ou à d'autres pour juger de l'efficacité de ce traitement. Et en permanence, nous avons une balance bénéfice-risque à proposer aux patients. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons pour la première fois un résultat positif qui a été dévoilé il y a quelques heures d'un essai de grande taille britannique, et tant mieux. Enfin, je me félicite que nous arrivions par la rigueur, par la mobilisation de tous, que ce soit en Europe en particulier, et la bonne nouvelle est en plus que c'est une molécule
ancienne, peu coûteuse et accessible, nous avons la dexaméthasone qui est pour la première fois une molécule qui, on va attendre la publication, mais qui semble donner vraiment des résultats tout à fait significatifs sur la mortalité et en particulier la mortalité des patients les plus graves. Notre stratégie générale, je dirais peut-être, puisqu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, que la réaction a été extrêmement rapide dans le partage d'informations, ce qui est fondamental dans ce type d'alerte, le partage d'informations qui a eu lieu dès le 10 janvier, dès le 14 janvier, puis ensuite nous avons réuni l'ensemble des professionnels de santé. On leur donnait le maximum d'informations sur la prise en charge et il y a eu cette volonté d'accompagner très vite la prise en charge des clusters, d'accompagner les patients hospitalisés et de développer une stratégie de test. Nous voulions que tous les malades hospitalisés aient un test rapidement, et d'ailleurs c'est le cas, puisqu'il y avait une réponse très rapide dans les 4 à 6 heures dans les établissements hospitaliers, et tous les établissements de santé ont participé à cette démarche de qualité pour que dans chaque département, on puisse prendre en compte les malades hospitalisés très vite. Ensuite, il y a eu, et je le conçois, une discussion sur la stratégie, et ça a été discuté évidemment avec Santé publique France et les enjeux de surveillance. Il n'y avait pas de bénéfice direct à faire le test. À partir du moment où vous aviez un tableau clinique compatible, ça ne débouche pas sur une stratégie thérapeutique différente. Il y a eu aussi beaucoup d'évolution des connaissances. Vous savez que nous avons beaucoup discuté sur le fait qu'une personne pouvait être asymptomatique, qu'une personne pouvait être contagieuse avant d'être asymptomatique. Il y a eu énormément de débats. Je ne referai pas toute l'histoire. Et puis, il y a eu cette difficulté à convaincre, et on le voit encore, les personnes peu symptomatiques d'aller se faire tester. C'est quelque chose de compliqué de se dire qu'avec peu de symptômes, il faut quand même aller faire un test. Donc on a besoin de convaincre tout le monde, et je le redis chaque fois, que les personnes positives avec des symptômes doivent aller se faire tester. C'est un accès au test important. Et deuxièmement, il faut que nous puissions quand même, aujourd'hui, puisque vous me demandiez si nous étions prêts pour demain, il faut aujourd'hui que nous arrivions à convaincre tout le monde que nous avons une capacité aujourd'hui de test qui n'est pas utilisée, pour 2 raisons très claires, et 2 bonnes raisons, et 2 bonnes nouvelles. Il y a moins de malades que prévu. Il y a moins de personnes contacts qu'anticipées. Ce sont 2 éléments qui n'étaient pas anticipés. Et donc, nous avons la capacité aujourd'hui, d'aller tester toutes les personnes positives grâce à la mobilisation de l'ensemble des laboratoires sur le territoire national. 2, d'être plus invasif, plus agressif autour des clusters pour bien comprendre quelle est la circulation virale, en particulier dans les zones urbaines denses. 3, d'aller au-devant de nos concitoyens qui sont à distance du système de santé. Je pense que c'est très important d'aller leur proposer des tests alors qu'ils n'ont pas de médecin traitant ou qu'ils ont des difficultés à accéder au laboratoire. Et 3, d'aller chercher, cet été en particulier où la circulation virale devrait être modérée, d'aller traquer les lieux où l'on sait qu'il y a des facteurs de risque connus au plan international, qui sont les lieux où il y a beaucoup de promiscuité dans le travail et beaucoup de collectifs dans l'hébergement ou dans le fonctionnement quotidien. Il y a peut-être moins de virus, mais en tout cas, quand on teste, c'est le cas en Meurthe-et-Moselle, on fait beaucoup de tests. Du coup, on a dit qu'il y avait recrudescence en Meuse et en Meurthe-et-Moselle. C'est juste parce qu'on teste beaucoup et ça prouve que le virus est encore bien là. Je pense qu'il faut faire vraiment attention parce que déjà, entre le discours de dimanche, on va croire que le virus n'est plus là. Et vous le savez très bien, c'est pas parce qu'on vous voit plus à 19h à la télé que le virus a disparu. Je pense qu'en vous voyant aujourd'hui, peut-être que les gens vont comprendre que le virus est encore là. Et vu que le virus est encore là, qu'allez-vous faire sur la situation dégradée des personnels soignants? Ils sont dehors, ils sont fait un peu gazés, donc ils sont rentrés à la maison. Ils travaillent en situation dégradée. Les surblouses, on peut en avoir. On arrive en pénurie de gants. Est-ce qu'on va faire comme les masques? On va attendre de ne pas en avoir pour en commander. Donc là, c'est vraiment quelque chose de vraiment grave. Travailler avec des surblouses en sac poubelle, bon, ils sont fabriqués en Meurthe-et-Moselle, c'est sympa, hein, mais là, ça devient, on en est à 2 mois de situation dégradée, il faut vraiment en sortir. Et les gants, ça devient vraiment grave. Concernant le deuxième point, donc je disais, on vous voyait à la télé tous les soirs à 19h, mais il a quand même fallu attendre 15 jours pour connaître le nombre de décès dans les EHPAD. Et ce retard de comptabilité, ajouté au manque criant de moyens humains et matériels dans ces établissements, a conduit à passer sous un silence total de nombreuses situations dramatiques pour les directions et personnels d'une part, et pour les proches et les familles d'autre part.
Pourquoi ce décompte n'est-il pas apparu en même temps que celui des décès à l'hôpital? Vos points étaient quotidiens, ils auraient dû être exhaustifs. Et une autre zone d'ombre demeure, celle des décès à domicile. On n'en a jamais su exactement le nombre. Pourquoi? Même chose, vous avez fait un plaidoyer pour le test, je le partage totalement. Il faut qu'on aille tester plus. Et en particulier, comme vous l'avez très bien dit, plus on teste, plus on trouve éventuellement des porteurs asymptomatiques. Donc ça, c'est un message qu'il faut passer cet été, parce qu'on va avoir tendance à baisser la garde. Et je pense que nous sommes très attentifs à la Direction générale de la santé au nombre de tests par habitant, par département. Il faut que chaque département soit capable d'avoir un certain nombre de tests pour montrer qu'on surveille. Même chose, on surveille effectivement la positivité des tests. Donc tester toutes les personnes positives, tester même par facteur de risque, tester autour des clusters, tracer, isoler les personnes porteuses et les contacts, c'est vraiment notre stratégie. Vous avez parlé d'un point très important qui sont les équipements de protection individuelle. Ces équipements de protection individuelle n'étaient pas dans le stock stratégique d'État. Nous les avons commandés dès le 30 janvier et c'est une réflexion que nous avons. Il faut probablement que nous soyons en capacité d'avoir des gants, des surblouses. Et c'est certainement un point à améliorer. Je vous remercie de l'avoir cité parce que c'est vraiment le quotidien des soignants. La situation des EHPAD me frappe beaucoup. J'avais été visiter une EHPAD dès le début du mois de mars. Ce qui est très compliqué dans les EHPAD, vous l'avez dit, c'est effectivement la survenue d'un décès. Il y a des décès qui sont survenus en EHPAD, il y a des décès qui sont survenus à l'hôpital. C'est important et on les compte. Vous pouvez le regarder dans le point épidémiologique hebdomadaire. Et il y a cet enjeu de surveillance des foyers et de surveillance de la mortalité en EHPAD. Alors nous l'avons mise en place. Cette surveillance, elle est maintenant totalement exhaustive dans le sens où il y a eu aussi un effort rétrospectif, c'est-à-dire qu'on a repris tous les événements depuis le 1er mars. Donc toutes les EHPAD ont fait un travail énorme. Juste pour vous dire que les EHPAD sont souvent beaucoup plus petites et beaucoup moins équipées en personnel, j'allais dire, que les établissements de santé qui sont parfois des gros établissements avec des cellules de crise. Donc il faut aussi leur accorder cette difficulté qu'ils ne peuvent pas être au front à s'occuper des résidents et en même temps à signaler, à faire des décomptes. Et donc il y a eu un effort important pour que le système national qui aujourd'hui fonctionne soit un système national qui ne fasse pas porter la charge sur l'infirmière, sur le responsable d'établissement, parce qu'il y est déjà mobilisé sur autre chose. Donc on a voulu avoir un système fiable, et vous avez noté que nous donnons régulièrement le nombre de foyers, de cas de Covid et de clusters, et puis évidemment de nombre de décès. Donc ça a été un dispositif qui s'est mis en place, mais qui est un dispositif quasi unique en Europe. La France a vraiment le nombre d'établissements déclarants, le nombre de foyers, le nombre de cas, le nombre de décès. Je pense que c'est effectivement ça a pu paraître long pour avoir toutes ces données, mais c'est une donnée maintenant de grande qualité et exhaustive. Et je crois que le monde des EHPAD et le monde des gériatres est satisfait de ce dispositif parce qu'il est informatif, il nous permet de réagir, il permet notamment de réagir cet été. Vous avez noté qu'aujourd'hui on ouvre encore plus les EHPAD, et c'est une très bonne nouvelle pour les familles, mais nous avons besoin d'être vigilants sur ce qui va s'y passer cet été. Et enfin, votre question très importante sur les décès à domicile. Les décès à l'hôpital sont surveillés par les hôpitaux. Les décès survenus en EHPAD sont surveillés par les équipes des EHPAD qui remontent directement au niveau régional et national. Et les décès à domicile sont surveillés par l'INSEE qui a fait un effort considérable pour que l'état civil soit remonté très régulièrement, et on est maintenant à une semaine près, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 16 juin, nous avons les données de la semaine précédente, ce qui est quand même un exploit considérable. Vous savez que nous poussons aussi, et que vous avez poussé, et je vous encourage à le faire si vous le voulez, à la certification électronique des décès. C'est un point très important, ça permet d'avoir une déclaration immédiate par le médecin traitant et que la mairie ait immédiatement l'accès au certificat électronique de décès, à la cause de décès, pour pouvoir permettre à l'INSEE et à Santé publique France de faire des statistiques. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la somme des décès survenus en établissement de santé et celle des décès survenus en établissements sociaux, médico-sociaux et en EHPAD est à peu près la même que la surmortalité générale observée par l'INSEE. Si vous prenez les statistiques de l'INSEE, il ne semble pas qu'il y ait de différentiel, donc il ne semble pas qu'il y ait d'épidémie, entre guillemets, ou de nombre important de décès à domicile, et c'est un point très important. Je voulais vous interroger sur les masques. Je voudrais savoir si vous partagez les déclarations de Marisol Touraine qui explique le 7 mai dans Le Monde que 600 millions de masques ont disparu. Comment vous réagissez à cette formule? Je voudrais savoir également pourquoi, d'après vous, une si mauvaise gestion des stocks que vous avez un petit peu décrite, avec des destructions de masques massives. Comment se fait-il qu'on n'ait pas un meilleur turnover et une meilleure gestion des stocks?
Ne payons-nous pas la disparition de l'EPRUS dans la gestion des commandes? Je rappelle qu'il y a quand même eu des réquisitions de commandes faites par des collectivités sur le tarmac des aéroports. Santé publique France a-t-elle été au rendez-vous, notamment dans la définition de la stratégie de crise, dans la préparation de la stratégie de déconfinement? Est-ce qu'elle a joué son rôle dans la gestion de la crise, dans la coordination? On a eu une pénurie à peu près de tout, ça vient d'être évoqué par Caroline Fiat. Je veux savoir là-dessus comment vous regardez les choses. Le test était disponible le 22 janvier, il était déjà dans 5 laboratoires du CHU le 31 et dans 20 laboratoires hospitaliers le 21 février. Donc 21 février, il y avait très peu de cas en France. Et ensuite, de façon globale, jusque vous ayez les chiffres, a priori nous avons eu 12 940 tests jusqu'au 17 mars, 574 millions de tests pendant le confinement et 1 200 000 tests depuis la sortie du confinement. Sur les masques, l'évolution, je vous l'ai décrite, elle est effectivement la découverte d'un stock qui n'avait pas bougé et qui n'avait pas diminué en 2017, sinon que l'audit demandé par la Direction générale de la santé a démontré que l'essentiel de ce stock était périmé au sens qualité. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Et donc, ça a été vraiment une très mauvaise surprise que de découvrir qu'un stock qui était là depuis 2003-2005, au moment où on regarde quel est son état en termes de filtration, d'impureté, voire de contamination microbienne, voire même pire, parce que certains étaient même attaqués par les rongeurs, voilà, ça a été une très mauvaise surprise que de découvrir ce stock de mauvaise qualité en termes de masques. Après, encore plus important, c'est votre réflexion sur les Prus. Vous savez que les Prus a fait l'objet d'une réorganisation, puisque en 2016, les Prus a rejoint l'IMPES et l'INVS. C'est une nouvelle agence Santé publique France qui est finalement assez jeune et qui a pour vocation justement que d'avoir une approche populationnelle générale, puisque on a à la fois l'amont avec la prévention, l'éducation à la santé et tout ce qu'a fait Santé publique France, vous l'avez certainement en tête, notamment sur l'éducation nutritionnelle, le Nutri-Score, la lutte contre le tabagisme. Enfin, il y a eu beaucoup de mobilisation autour du plan national de santé publique. La vocation habituelle de surveillance de la population autour de l'INVS au départ, et donc qui fait l'objet de multiples points hebdomadaires dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, et puis cette EPRUS qui avait vocation à gérer deux aspects d'ailleurs. Un dont on n'a pas parlé, qui est la réserve sanitaire, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de mobilisation humaine autour de la réserve sanitaire, et puis ce fameux stock stratégique. Et donc dans le stock stratégique, il n'y avait pas tout. On a cité les masques, il n'y avait pas aussi, il y a d'autres aspects dans le stock, certaines réponses médicamenteuses ou vaccinales. Et puis, comme le disait Madame la députée, il y a aussi des équipements qui ne sont pas aujourd'hui dans le stock stratégique et qui mériteraient effectivement une réflexion pour répondre encore mieux à d'éventuels besoins massifs des soignants dans les mois, dans les années qui viennent. Sur les traitements, sur les essais cliniques, on a eu le sentiment d'une valse hésitation, de retard à l'allumage, d'une sorte de flou. Je voudrais vraiment que vous nous expliquiez là-dessus, notamment sur l'hydroxychloroquine, pas seulement, mais notamment. Et je crois qu'on a besoin d'explications. Enfin, sur l'hôpital public, avec un état de dénuement complet, une sonnette d'alarme qui était tirée depuis longtemps, et donc, franchement, y compris sur les lits de réanimation, on a bien... Je pense qu'il faut dire que les lits de réanimation qui ont été créés n'étaient pas de même niveau que ceux qui existaient déjà précédemment. Donc je voudrais savoir sur l'hôpital public, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé pour prendre la mesure de la situation? Sur les essais cliniques, vous me parlez de la recherche sur l'hydroxychloroquine. On peut effectivement y passer un petit moment parce que, comme vous le savez, ça a fait beaucoup couler d'encre. On a toujours soutenu, si vous reprenez mes déclarations, les essais cliniques en disant que s'il y avait une possibilité d'améliorer l'état de santé des populations, il fallait évidemment proposer ce type de traitement, quel qu'il soit d'ailleurs. Dès qu'il y avait une hypothèse thérapeutique, une hypothèse de recherche, il fallait la soutenir. On l'a fait avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des comités de protection des personnes qui ont travaillé même le week-end, même le soir, pour donner un avis vraiment extrêmement rapide. Donc je crois que tous les investigateurs peuvent dire que la réponse des autorités, et en particulier des instances d'évaluation, a été très rapide. Ce qui a été peut-être un tout petit peu compliqué en France, ça va vous surprendre, c'est le foisonnement des protocoles. C'est-à-dire, ça c'est peut-être une démarche un peu compliquée à expliquer, mais quand il y a trop de protocoles, ça nuit au protocole. C'est-à-dire qu'en fait, comme les patients ne savent plus dans quel protocole entrer, il y a un enjeu de puissance dans un essai, et donc il faut avoir beaucoup de patients pour montrer quelque chose. Si vous avez des essais éventuellement dispersés, vous avez une difficulté à incorporer, à intégrer des patients, et c'est peut-être ça qui sera tiré comme conclusion au niveau européen, en particulier de l'enjeu de coordonner
très rapidement les différents investigateurs. Mais il y a eu un soutien européen, il y a eu un soutien OMS, il y a eu un soutien français aux études de chloroquine. Je vous les citerai pas toutes parce qu'il y en a de très nombreuses, aussi bien hospitalières qu'ambulatoires, aussi bien parisiennes qu'en province. Et donc on peut dire que nous avons vraiment testé de très nombreuses hypothèses, évidemment avec différents bras, comme on le dit régulièrement, avec différentes molécules comparatives, mais je crois qu'on n'a pas à rougir de nos efforts pour comprendre si oui ou non il y avait un bénéfice à utiliser cette molécule ou d'autres molécules, et si oui ou non il y avait une balance bénéfice-risque négative. Après, vous m'avez interrogé sur l'hôpital. Alors, vous savez que le directeur général de la santé n'a pas ni les établissements de santé, ni les professionnels de santé sous sa compétence, puisque je suis chargé de la santé publique. Mais je voudrais dire que, d'une part, en tant qu'hospitalier, évidemment, c'est quelque chose qui me touche, qui me tient à cœur, que la qualité de l'hôpital public, dans lequel j'ai travaillé toute ma vie. De la même façon, vous dire aussi que je travaille de façon très étroite et en parfaite collaboration avec la directrice générale de l'offre de soins, que les réanimations ont été exceptionnelles en France. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de doubler une capacité de réanimation, ce que ça veut dire pour les équipes en termes de pousser les murs, d'aller chercher des respirateurs aux urgences, d'aller chercher des respirateurs au SAMU, que d'aller chercher des respirateurs dans les stocks militaires ou dans les stocks de l'État. Il y a eu des envois de nuit de respirateurs, des envois de nuit d'équipes d'infirmières de réanimation qui étaient volontaires pour aller aider, en particulier dans le Grand Est. Donc, j'allais dire que l'esprit, et bien sûr, toutes les équipes qui sont compétentes, aides-soignantes, psychologues, enfin, on peut citer toutes les personnes. Il y a une vraie équipe dans une réanimation, c'est très large. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mobilisation des équipes qui a été magnifique, il y a une mobilisation technique qui a été magnifique, et il y a eu ces opérations inédites, je crois, parce que mettre plusieurs dizaines de patients dans un TGV, ça n'avait pas été fait ailleurs. Avoir des hélicoptères militaires, des avions militaires, des bateaux militaires, puisque nous avons évacué depuis la Corse, ça a été vraiment des très belles opérations. Alors effectivement, après, vous le savez, il y a les Ségur de la santé, il y a une réflexion en cours de l'ensemble des professionnels, et ce que j'espère, c'est qu'effectivement, nous trouverons des réponses à la hauteur des attentes des professionnels de santé, mais je ne peux pas aller au-delà de mes compétences et de mes prérogatives. Comme disait Voltaire, avant de savoir, on ne sait pas. Voilà la réponse de Jérôme Salomon, interrogé sur ses propos tenus en mars dernier, selon lesquels les masques ne présentaient pas d'intérêt pour la population. La suite de cette audition est à retrouver sur lcp.fr.